Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui vous fait rencontrer des entrepreneurs et découvrir leur technologie. Je suis Sébastien Fertier, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous retrouvons Rémi Duchalard qui a fondé Arta France, le projet 6e sens d'Arta, développe un dispositif aidant les non et les malvoyants à percevoir leur environnement. Bonjour Rémi, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Sébastien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours ? Je suis Rémi Duchalard, j'ai fondé Arta France il y a maintenant 2 ans, c'était en 2018. Et avant ça, j'ai développé des petits jeux vidéo pour téléphone. Ça, j'étais encore en fin de lycée. En fait, je m'étais lancé là-dedans parce que ça demandait aucun moyen. C'était un domaine qui me plaisait, j'ai envie de découvrir le monde du code. Rapidement, ça a plutôt assez bien marché. On a pu se payer une équipe de graphistes en Inde. On a sorti un nouveau jeu. Il a cartonné les 7 premiers jours. C'était une belle courbe exponentielle. Le 8e, on a disparu du Play Store. Un peu une triste histoire, mais bon, c'est toujours une expérience. C'est un monde hyper concurrentiel. Et puis, nous, on était plutôt une équipe de graphistes, d'ingénieurs, de level designers et pas de commerciaux. Du coup, on s'est dit que c'était peut-être pas une aventure pour nous. Et donc je suis allé dans un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, c'était aider les aveugles à travers le concept. Et du coup, c'était le moment où je me suis dit, je me lance à fond dans ce projet-là. Et mais comment t'en es arrivé à avoir ce pivot, à faire cette transition de passer de « je fais des jeux vidéo » à « ok, demain je vais aider les aveugles ». Je pense que c'était plus 2 choses qui sont développées un peu en parallèle. Sauf que quand le projet des jeux vidéo s'arrêtait, j'avais beaucoup plus de place pour l'autre. J'ai fait un IUT électronique, donc j'ai appris quand même un peu des bases en électronique qui m'ont permis de pouvoir travailler sur ce projet-là. Parce que dans notre projet, il y a pas mal d'électronique, du traitement d'images et beaucoup d'infos. Donc on avait à peu près les compétences en interne pour ce projet-là. Avant d'aborder tes projets, peux-tu nous parler, un petit peu nous expliquer comment fonctionne la vision chez l'homme et comment se transmet l'information jusqu'à notre cerveau ? Il y a toutes sources de lumière qui vont refléter sur des surfaces. Lors de ce reflet, il y a juste certaines fréquences qui sont reflétées, donc qui correspondent à des fréquences lumineuses, souvent dans le visible, celles qu'on voit. Et après, ces rayons lumineux arrivent dans notre rétine et vont imprimer du coup des photorécepteurs qui vont indiquer du coup si c'est le pourcentage de rouge, vert, bleu. Et après, notre cerveau, il analyse toutes ces informations et il en fait une image qu'on est capable de percevoir. Mais c'est une capacité de traitement qui est vraiment colossale. Pareil, on a à peu près 100 millions de pixels, et donc on est capable de voir... avant, on disait 24 images par seconde, parce qu'au-dessus, on voit pas, mais on voit bien maintenant avec les téléphones qui sortent que même avec plus d'images, on voit bien les nuances. Donc on peut estimer qu'on voit à peu près 100 images par seconde avec 100 000 pixels. Donc ça fait des bus de données qui sont vraiment colossaux. Est-ce que tu peux me présenter la technologie que vous avez développée ? Alors notre technologie est découpée en 2 parties. Donc il y a la partie captation. Donc on met des caméras sur des lunettes, sur des branches de lunettes. Donc on filme l'environnement, on récupère le relief et après on fait pas mal de traitements. Et après on a un système d'affichage qui permet d'afficher sur la peau du coup les images qu'on veut transférer à l'utilisateur. Donc nous on transforme pas mal l'environnement pour qu'il soit facilement compréhensible par l'utilisateur et pour s'adapter aussi aux capacités humaines de traitement d'informations. Donc nous, notre système d'affichage, c'est une ceinture lombaire. Donc ce système, il affiche des formes directement sur la peau. Et en fait, avec de l'apprentissage, on est capable de percevoir ces formes. Donc il suffit d'en afficher plein à la suite et on obtient une vidéo. Comment ça fonctionne ? C'est des micro-pressions qui sont exercées dans la ceinture dorsale ? Oui, c'est des micro-pressions. Au début, on voulait faire des impulsions électriques. On a fait pas mal de tests, mais le problème, c'est que c'est très désagréable. Et puis après, il y a des problèmes de contraintes pour en faire un dispositif qu'on va sortir, parce qu'envoyer des impulsions sur la peau, faudrait faire énormément d'essais cliniques pour savoir si c'est pas dangereux, pas nocif. Mais en même temps, c'était une technologie qui est beaucoup plus simple. Il suffit juste de mettre des électrodes. Et du coup, là, on a un système qui va vraiment dessiner les formes sur la peau. On peut afficher pour l'instant à peu près 5 images par seconde et on espère pouvoir faire plus tard. Où tu as trouvé les recherches de Paul Bakaïtek ? Comment t'es arrivé à tomber sur des thèses aussi précises ? En fait, c'est qu'on avait commencé notre projet, donc j'étais avec un ami et on avait proposé ce projet à nos écoles. Et donc, dans un incubateur, il y a des professeurs qui nous ont parlé de ces neurologues. Et donc, on avait pu éplucher ces travaux. Donc, ça nous a vraiment fait accélérer le projet, parce qu'au début, on avait juste un petit concept et on y croyait. On avait fait juste des petits tests avec des petits dispositifs, mais très manuels, et on n'était pas sûr que ça marchait. Vous vous êtes basé sur des recherches en neurosciences des années 1980. Comment avez-vous fait pour adapter ces technologies
aux usages d'aujourd'hui? On est tombé sur les travaux du neurologue Paul Bach-Irita. Donc on avait déjà pas mal commencé le projet, mais ça permet de vraiment nous confirmer dans cette voie-là. Enfin, c'était juste un concept qu'on pensait qui marchait, mais là, ça permet de vraiment l'affirmer. Donc, ça nous a permis de mieux comprendre et de pouvoir aller plus vite droit au but. Donc lui, il était vraiment limité par ses technologies. Enfin, quand on voyait ses tests, ça tenait dans un minivan. Donc en miniaturisant, on arrive à facilement un petit système. Mais aussi, il faut profiter des nouvelles technologies, des capacités de traitement qui étaient inenvisageables il y a 40 ans. Merci. J'imagine que ce sont des calculs très complexes. Comment vous faites pour déterminer les micropressions correspondantes aux pixels de l'image qui est envoyée dans la ceinture? Alors ça, c'est peut-être la plus grosse partie du projet. Donc c'est arriver à transformer du coup ce qui est capté par des caméras en des informations qui seront compréhensibles par l'utilisateur. Donc il faut que ça reste facilement compréhensible. Donc éviter de trop déformer, que ce soit trop, on peut dire, stylisé. En fait, on part d'une image où on a des caméras qui se filment en Full HD, etc., à des images qui sont très basse résolution. Donc il faut qu'on en garde toutes les informations qui sont utiles. Par exemple, s'il y a un petit poteau fin qui est dans la rue, qui font à peu près 10 cm de diamètre, donc c'est des choses qui sont tout petites. Si on est à 3 mètres, sur une caméra normale, ça va représenter une vingtaine de pixels. Là, il faut que ces informations ne soient pas supprimées. Mais en même temps, il faut qu'il y ait de la place pour tout afficher. Tout ce qui permet de se déplacer sans se blesser et de pouvoir mieux comprendre son environnement. Que peut-on voir finalement avec ce dispositif et qu'est-ce que verrait un voyant s'il l'utilise? On n'a pas l'impression de voir quand est ce dispositif, on a plus l'impression de ressentir. On affiche une image, par exemple un mur sur la gauche ou par exemple un couloir, un mur à gauche et à droite, mais on n'a pas l'impression de le voir, c'est plus on le ressent. On ressent vraiment qu'on est dans un couloir, qu'à côté de nous c'est très proche et que les deux murs se rejoignent vers l'infini. Enfin, on sent vraiment, on ressent les choses plus qu'on ne les voit. Et pour les tests, pour être aveugle, il suffit de fermer les yeux. Donc, premier cobaye, c'est nous. Donc, on a fait énormément de tests sur nous. On s'est déplacé dans des parcs. Au début, on faisait énormément de tests dans des jeux vidéo. Donc, on jouait à Minecraft pour tester le dispositif, pour améliorer l'affichage. Donc, on a des labyrinthes qui génèrent automatiquement. Donc, on s'entraîne là-dedans. C'est très amusant et puis ça nous permet d'avancer très vite. Parce que l'avantage des environnements virtuels, c'est qu'ils peuvent être complètement contre-intuitifs. Par exemple, si on est dans la rue, il va jamais avoir 3 cul-de-sac dans une même rue ou choses comme ça. Le problème dans les jeux vidéo, on génère tout aléatoirement, donc on peut pas avoir de logique, on peut pas se dire la rue elle va pas faire 2 mètres de long. Et du coup, on est obligé de se focaliser uniquement sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on perçoit. Et on peut faire des modifications en 1 heure et puis on repart sur des tests. Si j'ai bien compris, vous utilisez Minecraft pour faciliter l'apprentissage de l'utilisation du système aux non-voyants. Oui aussi. En fait, au début, on a utilisé vraiment Minecraft, c'était pour faire des tests, pour aller vite, pour éviter d'avoir les contraintes de gérer des caméras au début. Donc c'était juste pour gagner du temps. Et puis après, en fait, c'était un très bon environnement de formation pour utiliser le dispositif. Donc, l'avantage, c'est qu'on a un environnement qui est complètement safe. Et ça force les personnes à utiliser le dispositif parce que quand des non-voyants testent ce dispositif, ils ont envie de le prendre en plus de la canne. Et le problème, c'est qu'ils peuvent oublier qui est le dispositif et se focaliser uniquement sur la canne et donc pas vraiment progresser. Vous vous êtes associé au CNRS pour améliorer la phase d'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez cherché à développer avec ce regard extérieur? Alors, c'était Sylvie Chocron et Malika Auvray qui nous ont aidés. Elles nous ont donné des pistes sur la substitution sensorielle. Donc, c'est un domaine qu'elles avaient énormément travaillé. Donc, c'est comment remplacer un sens par un autre. Et donc, c'était vraiment le sens de la vue par le sens du toucher. Qu'elles nous ont fait gagner, je pense, ou peut-être au moins 1 an de recherche grâce à leur expérience. Quel type d'expérience, par exemple? Ils ont mené des essais cliniques donc, sur la perception de ressentir des formes sur la peau. Donc, ils avaient fait des tests là-dessus pour voir comment les personnes le perçoivent et la vitesse d'apprentissage. Vous avez prévu une sortie commerciale en 2021. Comment allez-vous rendre votre innovation le plus accessible possible? Alors, on va le sortir plus en septembre 2022. Mais en 2021, on va le sortir un dispositif. Donc, ça va être sur des testeurs qu'on va choisir. Donc, ils auront le dispositif pendant 3 mois. Donc, ils l'auront toute la journée et on aura des retours comme ça très régulièrement. Ça permettra de bien suivre l'apprentissage sur une très longue durée. Et puis aussi d'éprouver le matériel parce qu'il y a du matériel. Nous, on n'a jamais sorti de dispositif. Donc après, ça se rapproche pas mal d'un téléphone sur toute la partie hardware. Mais il faut quand même tout bien vérifier avant de sortir un nouveau produit. Ça a quelle autonomie? Alors l'autonomie, elle est à peu près de 6 heures, mais après, on peut toujours adapter en augmentant le poids de la batterie. C'est pas quelque chose qui est très contraignant parce qu'on l'a jamais dans la main. La batterie sera au niveau de la ceinture. Donc un sac à dos, on peut facilement porter plusieurs kilos pendant la journée.
Et alors qu'un truc dans la main, si on porte une bouteille toute la journée, on est fatigué. Donc là, si on ajoute 50 grammes ou 100 grammes dans le dos, personne ne le sentira. Quels sont les futurs projets d'Arta France? Alors pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. On est vraiment focalisé là-dessus et je pense qu'on a encore pour longtemps pour arriver à avoir un dispositif vraiment parfait qui puisse vraiment aider les non-voyants à faire tout ce qu'ils veulent et pouvoir aussi peut-être avoir plus de liberté dans leur handicap, qu'ils puissent peut-être aussi plus facilement le cacher s'ils ne veulent pas le montrer. Parce que par exemple la canne blanche, ça sert du coup pour leur guider, mais aussi de signalisation pour être traversé en toute sécurité. Parce que si on voit quelqu'un qui a une canne blanche, on se dit qu'il ne va pas nous voir quand on conduit une voiture, donc on va faire plus attention. Donc c'est pour ça aussi que pas mal de non-voyants utilisent la canne blanche. Donc s'ils gagnent en sécurité en se déplaçant, il y en a pas mal qui vont pouvoir se dire maintenant je suis pas obligé de montrer à chaque personne quand je me promène dans la rue que je suis non-voyant. Et c'est vraiment une demande qu'ont beaucoup de personnes de pouvoir cacher leur handicap sans perdre en sécurité. C'est quoi les grandes étapes du projet? Donc là, vous allez faire un premier essai réel en 2021 pendant 3 mois. Ensuite, vous allez commercialiser en 2022. Et c'est quoi la suite? La première série qu'on va sortir en septembre 2022, ça va être une petite série sur quelques milliers d'exemplaires. Et après, on pourra augmenter énormément et s'étendre à l'international. On pourra passer aussi sur des calculateurs qui sont plus puissants parce que là, on va utiliser des processeurs de téléphone qui sont plutôt milieu haut de gamme. Et avec plus d'expérience, on prendra des plus puissants. Et on pourra avoir un meilleur traitement pour avoir un traitement de l'image qui est plus fin pour pouvoir donner des informations encore plus pertinentes aux utilisateurs. Tu as un background plutôt IT avec le développement de jeux vidéo. Comment tu as fait pour monter en compétence sur un sujet aussi technique que les neurosciences? Peut-être ce qui a aidé, c'est que c'est un domaine qui est très mal compris. Il y a beaucoup de théories et il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas. Je pense que la partie technique nous a fait gagner du temps parce que pour les essais cliniques, on développait... Bon, en fait, c'est vrai que mon background de jeux vidéo a bien aidé parce qu'on a développé des mini-jeux au début. C'était pas du tout dans Minecraft. Si on a des petits jeux, des jeux de démineurs, on avait un jeu qui ressemblait un peu à Guitar Hero, etc. Donc on avait des petits jeux, donc on a fait des tests avec des non-voyants et donc on a énormément de statistiques. Donc au lieu de se pencher sur des travaux de recherche, sur des thèses, on avait directement les résultats en réel. Vous êtes soutenu par la fondation Soprasteria. Que vous ont-ils apporté sur ce projet? Alors la Fondation Soprasteria, c'était dans les premiers à nous soutenir. Donc ils sont toujours là à nous aider. On a des parrains. Donc il y a Alain Salmon, Raoul Gillard et Marie Perret. Ils sont vraiment là pour nous aider. Donc ils ont apporté une expertise technique, une expertise un peu aussi commerciale. Et ils ont apporté aussi une aide financière qui au début du projet nous a vraiment aidé à pouvoir vraiment se développer rapidement et arriver à faire des tests. Votre projet s'inscrit au cœur de l'économie sociale et solidaire. Quelles valeurs portez-vous à travers celui-ci? Donc nous, notre objectif, c'est vraiment aider à une meilleure intégration des personnes avec des handicaps dans la société. Donc les non-voyants, c'est ceux qui ont le plus haut taux de chômage dans les handicaps. Il y a 50% des non-voyants qui sont chômeurs. Et parce que souvent, c'est des petites problématiques qui ne leur permettent pas l'accès à l'emploi. Et aussi une barrière un peu psychologique à employer un non-voyant. Parce qu'on se dit, c'est impossible d'employer un non-voyant alors que sur un ordinateur, il peut faire presque tout. Il y a par exemple, le développeur du site du Zéro, je crois que c'est Open Classroom maintenant, il est aveugle. Et donc, c'est un monde qui est totalement accessible pour eux. Et donc, souvent, c'est juste des petites barrières. Et nous, on espère pouvoir supprimer ces barrières pour exemple, aller au travail sans se mettre en danger ou pouvoir se déplacer dans les locaux en toute sécurité. Si tu avais 3 mots pour décrire ton projet? Améliorer la société. En fait, je pense que j'ai vraiment choisi ce domaine-là pour aider les non-voyants, parce que c'est un domaine pour moi qui est vraiment en retard par rapport aux autres. On est dans un monde de l'image, tout passe par l'image, et les non-voyants, c'est ceux qui sont peut-être le plus à l'écart. Et les meilleures technologies qu'on peut leur proposer actuellement, il n'y a rien de mieux que la canne. Tous les non-voyants, il n'y a rien de mieux que la canne. Il y en a certains qui utilisent un chien, etc. Mais la canne, c'est une technologie qui date du 19e siècle. Donc qui est en soi assez récente parce qu'en fait pour l'utiliser il faut une route goudronnée parce que dans l'herbe elle bute contre le sol et donc c'est pas utilisable si c'est des pavés, si c'est dans la nature. Donc en fait cette technologie qu'on pense qui est là depuis des millénaires, en fait elle est très récente, elle marche que dans des contextes qui sont très spécifiques. Comment vous avez vécu avec votre équipe cette période difficile qui a été le confinement? Comment as-tu su les motiver et quand même avancer sur ce projet? Au début du Covid, on était parti pour faire des essais cliniques sur des pistes de ski. Donc on était parti pour faire des tests, je sais plus, c'était en mars. Donc on n'a pas pu les faire, on s'est dit on les reportera, etc. Le problème c'est qu'on n'avait pas de visibilité sur le long terme, on ne savait pas quand est-ce qu'on pourra reprendre le test. C'était très compliqué parce qu'on travaillait un peu au jour le jour, on se disait dans 2 mois on pourra repartir et finalement c'est
peut-être ce qui nous a le plus ralenti de ne pas avoir de perspective. Tu es une équipe aujourd'hui de plusieurs personnes qui est quand même assez variée avec des profils très divers. Comment on recrute ? Alors au début sur mes premiers projets, donc c'était vraiment uniquement des amis, ils étaient motivés par développer un jeu vidéo, ils avaient du temps, ils avaient des vacances parce qu'ils étaient étudiants, etc. Et puis après quand on est arrivé dans le projet, donc dans ce projet-là, on avait besoin d'être tous beaucoup à temps plein, on avait besoin de seniors, de personnes expérimentées. En fait c'était... fait penser à Astérix et Obélix, on parle de rencontres. Mais du coup, c'était vraiment une histoire de rencontres. Donc, par exemple, à la fondation de Sopra Steria, j'ai pu rencontrer des parrains qui sont tous les jours là avec nous. Et dans les incubateurs, donc c'est vraiment des rencontres. Et après, il y a les personnes qui accrochent plus ou moins au projet. Donc, plus accrochent, plus s'investissent dedans. Est-ce que tu veux me parlais un petit peu plus de l'écosystème ? Il y a pas mal de startups qui se sont lancées ces dernières années dans la vision et rendre la vision aux personnes non-voyantes. Alors, il y a un peu deux catégories de startups dans ce domaine-là. Il y a celles qui développent des dispositifs électroniques accessibles, donc des cannes électroniques, etc. Donc, ça reste en dessous des 10 000 euros. Et puis après, il y a les grosses qui développent du coup des traitements. Et c'est vraiment deux catégories qui visent pas forcément le même public. Parce que d'un côté, si on fait des implants rétiniens, ce sera forcément très cher parce qu'il faut faire des opérations, c'est de la très haute technologie. Et d'un autre côté, où il y a des dispositifs qui sont beaucoup plus accessibles. Donc c'est un peu deux domaines. Nous, on est un peu entre les deux parce qu'on essaie de prétendre de pouvoir rendre en grande partie la vision. Et d'un autre côté, on essaye d'avoir un prix du dispositif qui reste très accessible. Comment vous avez réussi à vous faire une place ? Je pense que notre place s'est créée peu à peu. On a fait beaucoup de tests, des échanges avec des associations de non-voyants. Où, par exemple, il y a l'entreprise Altermassage, c'est une entreprise composée que d'aveugles. Ils vont faire des massages dans les entreprises. Et ils ont vraiment accroché avec notre projet. Donc, ils ont fait des précommandes à des dispositifs. On a fait énormément d'essais cliniques avec eux. Et on partage nos bureaux avec eux. Donc, on est au Palais Brognard avec eux au quotidien. Donc, ça permet vraiment d'avoir des retours vraiment tous les jours, de voir leur quotidien et de pouvoir essayer de proposer vraiment une solution qui corresponde à leurs besoins et pas aux besoins qu'on imagine. Je te remercie Rémi, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Si vous êtes intéressé par Arta France, vous pouvez retrouver Rémi Duchalard sur LinkedIn. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez également aller sur leur site internet Arta France, ARTHA France.com. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Sébastien Fertier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous faire un retour directement via LinkedIn et, si vous êtes entrepreneur, contactez-nous par notre site internet carotte.capital et par email à contact@carotte.capital. À bientôt!